Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde! Bonjour! Allô! C'est le fun de vous voir si nombreuses, surtout et sorcières. Un thème de femme, je pense, un petit peu. Alors, je me présente, Pénélope Jolicoeur, autrice, éditrice, mais surtout animatrice de cette formidable table ronde. J'ai vraiment hâte de m'entretenir avec mes trois invités aujourd'hui. Alors, vous assisterez à une discussion féministe qui redonne à des femmes souvent ridiculisées, hypersexualisées ou invisibilisées par l'histoire, le patriarcat et la censure, leurs lettres de noblesse. Les trois autrices célèbrent des sorcières modernes à travers leurs récits, de Nelly Arcan à Britney Spears, en passant par Jeanne Barret. Des deux côtés de l'Atlantique, découvrez comment la pensée féministe continue de voyager et d'inspirer. Une invitation à utiliser l'écriture comme acte de rébellion pour raviver les voix que l'on a tenté de réduire au silence. Alors, nous avons Soline Asselin, qui est cofondatrice du festival féministe Voyage vers une fusée et son premier livre. Louise Chenevière. C'est très drôle, ils ont tous leurs livres. Louise Chenevière. Pardon, la deuxième, excusez, je vais faire en ordre. Je les avais mis comme dans un ordre, mais là, ils se sont mis dans un autre ordre, mais c'est ça la vie. Alors, née à Montréal en 1990, Élisabeth Lemay a étudié les littératures de langue française à l'Université de Montréal. Elle travaille en relations publiques. En 2022, elle publiait un premier roman, Daddy Issues, chez Boréal, L'été de la colère, et son deuxième livre. Finalement, Louise Chenevière est née en 1992. Elle grandit à Paris où elle suit un parcours de classe préparatoire littéraire et est diplômée d'un master en philosophie. Après Comme la chienne et Mausolée pour Britney et son troisième roman. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Excitée de parler des sorcières modernes? Formidable. J'ai le goût de commencer par un extrait. Moi, je fais toujours ça. Je lis des extraits, puis après ça, on discute. C'est bien friendly. Comme un souper entre filles, mais l'alcool en moins. Ou je sais pas pour vous. Moi, j'ai pas encore bu. Alors, extrait de la page 41 de L'été de la colère de Élisabeth Lemay. J'écris pour les sorcières, les amantes au cœur défiguré, les folles alliées, les filles ghostées, les maîtresses dédaignées, les putes impayées. Celles qu'on n'épouse pas, mais qu'on désire le temps que ça prend pour alléger un émoi. Les filles qui souscrivent à regret à une loi de l'univers et pourchassent compulsivement la validation des hommes pour exister. Celles à qui on a appris à être douces, même quand elles se consument par la colère. Les traînées qui ne savent pas étirer les étreintes, les sirènes habiles à captiver l'attention des hommes, mais incapables de la conserver, celles qui ramassent leurs vêtements chiffonnés sur les planchers de chambre pleines de fausses promesses avant de regagner la leur. J'écris pour les femmes fatales qui détestent les hommes autant qu'elles les aiment. Première question. Qu'est-ce qu'une sorcière moderne? Bonne question. Pour moi, une sorcière moderne, en fait, le thème vient de Mona Chollet. Pour moi, le thème, ça veut dire... en fait, c'est devant tous les millions d'images, les représentations de ce que devrait être une femme comme il faut. C'est le choix d'aller à contre-courant puis d'être autre chose. Donc, c'est fatigant de l'être au quotidien. Donc, parce qu'on parle toujours des choix, mais je pense qu'il y a des choix plus faciles à faire que d'autres. Donc, ouais, c'est une sorcière moderne, c'est d'aller à contre-courant de ce qu'on attend d'une femme, en fait. Pour moi. Une autre opinion ou une opinion semblable? Oui, bien, moi aussi, en prévision du panel, j'ai relu Mona Chollet, puis il y avait un truc qu'elle disait qui m'a vraiment marqué. En fait, elle expliquait que les sorcières qui ont été exterminées entre la Renaissance puis le 18e siècle, puis on a eu des sorcières ici au Québec aussi, là, on peut penser à la Corriveau, c'était majoritairement, oui, des femmes célibataires, justement, comme tu dis, des femmes qui cadraient pas puis qui revendiquaient des formes de sexualité ou des formes de pouvoir.
Puis elles ont été exécutées publiquement. Puis Mona Chollet a dit, ce qui est fou, c'est que la vie contemporaine, elle serait différente si on n'avait pas tué toutes ces femmes-là, si on n'avait pas commis ces crimes collectifs-là. On vivrait dans une société complètement différente. Donc, moi, je me demande avec elle un peu comment on a encore des figures de sorcières modernes aujourd'hui, puis comment, finalement, il y a encore un espace public où les femmes se font lyncher, mais que cet espace public-là, il est peut-être déplacé, on n'est plus en train de brûler, mais il y a des violences encore, puis je pense qu'Élisabeth, tu es la mieux placée pour parler un peu de ce qui se passe dans l'espace public, notamment numérique, de ces violences-là. Oui, puis tu as raison. Puis je pense qu'on l'oublie jamais. C'est pas loin de nous tout ce qui s'est passé avec à la Renaissance puis au Moyen Âge. Puis je pense que dans les comportements qu'on a aujourd'hui dans l'espace, dans la société moderne, je pense que ça nous quitte pas de savoir qu'on aurait été brûlé à notre époque. Donc, Mais je pense qu'il y a aussi la question du pouvoir qui se joue vraiment parce que effectivement aujourd'hui c'est plus des tribunaux populaires, mais enfin moi les femmes dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire Nelly Arcan et Britney Spears. Toutes les deux, c'est des femmes qui ont voulu reprendre une forme de pouvoir. Et donc, la question de la sexualisation, notamment, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on est toujours ultra sexualisée, mais au moment où on décide d'en faire un pouvoir et de le revendiquer, c'est là que ça devient insupportable et c'est là qu'on risque quelque chose. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il y a une forme de continuité. En fait, c'est que il y a comme quelque chose d'insupportable à partir du moment où une femme décide de revendiquer un pouvoir, quel qu'il soit. Absolument. Et j'entends aussi désobéissance, n'est-ce pas? On désobéit. À quoi vous désobéissez? À tout ce qui est attendu de nous, je pense. En fait, les trois, on parle beaucoup de culture populaire, de sorcières modernes qui ont été un peu utilisées comme figures mythiques féminines, utilisées en espèce de conte, de fable pour faire peur aux femmes sur certains comportements qu'on ne devrait pas avoir. Tu parles d'hypersexualisation. Je pense qu'une femme a pas le droit d'avoir un corps et une humanité. Donc, dès qu'elle est temps d'être prise au sérieux, elle est toujours ridiculisée. Donc voilà, je pense qu'il y a une difficulté d'avoir un corps, d'être une femme affranchie, décomplexée, puis d'exister comme un être humain à part entière, je pense. Et je pense que une des grandes choses auxquelles les femmes, les petites filles, les jeunes femmes doivent désobéir, c'est la peur qu'on leur apprend, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez pernicieux parce que c'est pas forcément énoncé très clairement, mais c'est la manière dont toute la culture, la manière dont on est élevé, en fait, nous inculque une peur presque inconsciente qui fait qu'on n'ose pas aller vers ses propres désirs. Et donc voilà, mais je pense que c'est un long travail. Enfin, cette désobéissance-là, elle prend des années et c'est quelque chose qui se construit. Ben, je ne sais pas à quel point on est capable de désapprendre. Moi, personnellement, il y a toujours les deux cultures à l'intérieur de moi parce qu'il y a des attentes envers les femmes d'enfanter, d'avoir un époux, d'avoir une certaine vie ou un certain métier. Puis je pense qu'on a beau se libérer, on a beau être dans une société qui se veut égalitaire. Je pense qu'il y a des choix plus faciles que d'autres à faire. Oui, puis sur la désobéissance, évidemment, je vous rejoins toutes les deux. Puis la question de la peur est assez intéressante, je pense, quand on pense aux femmes qui voyagent seules. Dans le fond, moi, mon livre, c'est sur des aventurières. Puis mon but, c'était d'aller voir les figures effacées de l'histoire, les oublier. Puis moi, j'ai beaucoup voyagé seule dans ma vie. Puis il y avait tout le temps des gens qui me disaient soit « Oh, mon Dieu, t'es tellement chanceuse » ou attention, fais attention. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que je suis la première femme qui voyage seule? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis allée chercher, en fait, puis je me suis rendu compte qu'elles font légion, puis c'est aussi lié en fait, il y a plein de femmes qui ont désobéi à des cadres à tous les siècles, du 18e siècle à aujourd'hui, mais c'est qu'on les a aussi oubliées, puis on n'a pas valorisé c'est ça, peut-être qu'elles n'ont pas désappris la peur, mais elles sont allées au-delà d'une peur, puis elles ont désobéi à certaines attentes sociales. Intéressant que vous parliez de la peur, puisque mon deuxième extrait parle de la peur. C'est super organique, tout ça, j'adore. Extrait de Voyage vers une fusée, page 24. J'ai mis des post-it, mais je cherche mes pages pareilles. Je suis parfaitement ridicule. Allons-y. Pourquoi les personnages secondaires ne seraient-ils pas dignes d'intérêt? Je compose souvent un courriel destiné à mon professeur dans lequel je lui explique que tourner son regard vers celles qui sont mises de côté dans la narration permet peut-être de rêver autrement nos grandes histoires, celles qui forment le panthéon de notre culture. Cette lettre en hommage aux effacés et aux oubliés s'allonge chaque fois que je la rédige dans ma tête. Elle devient un interminable plaidoyer pour la considération de la parole des muettes.
Avec de l'attention, je vous jure, cher monsieur, on parvient à reconstituer ce que disent les jeunes filles du voyage dans la Lune. Je les entends distinctement. Parvenez-vous à percevoir à votre tour leurs voix étouffées sous les cris des vieux mages? Elles disent « Nous voulons partir ». J'enclenche la première vitesse et quitte la rue Berry. Il serait faux de dire que la peur m'abandonne dès que je m'engage sur la route. C'est ce que j'avais écrit la première fois, mais je viens de corriger la phrase. La peur ne me quittera jamais complètement. Elle restera là, sourde et tapie. Ni amie, ni ennemie. En attendant à un feu de circulation, j'envoie à ma mère une photo de moi derrière le volant, pouce en l'air et grand sourire. Ce n'est pas le courage qui me pousse à partir seule. C'est plutôt que je souhaite la revanche des personnages secondaires. Alors, beaucoup de choses dans cet extrait. Premièrement, la peur, vous en parliez. Est-ce un moteur ou un frein? Je pense que c'est quelque chose avec... la peur, il faut composer avec la peur. En fait, elle va être là un peu toujours. Puis c'est comment on négocie avec cette peur-là. En tout cas, dans le livre, parce que, en fait, le livre est comme un amalgame de plusieurs voyages que j'ai faits dans ma vie. Puis j'avais comme mon premier voyage, c'est aussi aux États-Unis. J'avais 20 ans, j'étais sur la route, je dormais dans ma voiture. Puis j'avais vraiment idéalisé ce voyage-là. J'avais comme oublié que j'avais eu peur, en fait. Puis là, en 2022, je suis repartie sur la route seule, puis j'étais pétrifiée, en fait. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi cette peur-là? Est-ce qu'en fait, c'est moi qui avais peur de rien parce que j'étais plus jeune ou est-ce que j'avais effacé certains souvenirs, finalement? Puis c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut composer avec elle parce que le danger est réel. On peut pas écrire un livre sur les femmes aventurières en faisant l'économie des violences qui arrivent aux femmes. Il y a tellement d'aventurières qui ont fini poignardées ou assassinées. Là. Donc, c'est peut-être ce que je dirais sur la peur, mais j'ai envie de vous entendre. C'est que moi, je suis moins dans la peur, plus dans la colère, là, personnellement. C'est l'émotion, c'est plus l'émotion que je revendique. Mais non, il y a une difficulté d'exister pleinement en tant que sorcière moderne, prendre notre place de femme indépendante. Je pense que ça vient avec un certain isolement. Je pense que des fois, c'est fatigant d'être cette femme-là au quotidien. Puis je pense qu'il y a un certain misérabilisme qui teinte le discours de la femme indépendante seule, qui est toujours attachée à une espèce de vision misérable, triste de la femme indépendante, puis donc de s'en réclamer. Pour ça, il y a eu pour contrebalancer ça, en fait, les femmes avaient plus le droit d'exprimer parfois leur fatigue d'être cette femme-là au quotidien parce on est une mauvaise féministe à la seconde où on est fatigué d'avoir ce rôle de femme indépendante, puis donc on est supposé de s'en réclamer 24 heures sur 24. Mais la réalité, c'est que c'est pas de même ça se passe. Fait que donc voilà. Encore une fois, donc on parle de la peur, mais c'est vrai que je pense que c'est un sentiment qu'on connaît particulièrement en tant que femme, avec lequel on grandit. Ne serait-ce que marcher dans la rue la nuit. Et mon texte parle beaucoup de ça, en fait, de ces sentiments-là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui nous sépare et qui fait qu'on ne vit pas encore dans le même monde. Et que peut-être parfois même, j'ai réalisé que des amis à moi, garçons, ne se rendaient pas compte de ça, en fait. Et du fait que quitter une fête par exemple le soir et marcher seul dans la ville, pour nous c'est pénible en fait. Et donc effectivement il y a la peur, mais il y a aussi de la colère, puisque mon texte il vient de là, de dire mais en fait on est au bout de rien et encore aujourd'hui on vit pas dans le même monde. Et sur ces questions des voyages, en fait longtemps moi je me suis dit mais c'est pas possible, je suis pas assez libre, pourquoi j'arrive pas à aller voyager? Mais en fait c'est parce que simplement on m'a nourri quand même de faits divers. La culture est populaire et artistique, est quand même nourrie de faits divers, de ce qui arrive aux femmes quand elles sont seules, en fait. Donc, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça ramène ça à la culpabilité des femmes. De s'il nous arrive quelque chose, c'est parce qu'on l'a bien cherché. Il y a aussi beaucoup ça dans la culture populaire lié à l'hypersexualisation. Donc, c'est souvent nous qui sommes le problème, en fait, quand il nous arrive quelque chose. Et... bon, c'est sûr que partir en voyage seul, ça a son lot de risques, tout spécialement quand on est une femme, comme on vient de le dire. Mais pourquoi sentez-vous que la prise de risque est nécessaire? On n'a pas le choix, en fait. Je pense pas qu'on a ce choix-là. Je sais pas. Je pense que c'est seulement par là qu'on peut gagner une indépendance intime, en fait, qui nous manque, parce que la réalité, il y a l'indépendance économique, il y a toutes ces choses-là qu'on peut construire, mais après, l'indépendance intime, c'est-à-dire le fait de pouvoir vraiment se tenir seul, mener sa vie
t'en parles pas mal dans ton livre aussi de la dépendance affective. Toutes ces choses-là, en fait, la manière de lutter contre et d'exister vraiment en tant qu'individu, la difficulté à désapprendre. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Ben, je ne sais pas à quel point c'est des choix, pour vrai, de mener ce combat-là, parce qu'on est d'une certaine façon. Je pense qu'à un moment donné où on a ça vient à nous qu'on aurait été brûlés à une autre époque, qu'on est un genre de femme qui est plus difficile à porter au quotidien que d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres choix qui ont l'air plus simples, en fait, mais je ne sais pas à quel point on l'a décidé. Moi, personnellement, je crois pas. Je pense que c'était plus une réalisation. Oui, puis par rapport à la prise de risque, je me dis aussi que c'est ce qu'on fait un peu les trois dans nos livres, c'est d'écrire avec d'autres, d'aller chercher un peu de s'affilier, de créer des généalogies symboliques. Puis ça donne du courage aussi, parce qu'on n'est plus seuls. C'est pas seulement nous qui prenons des risques. On se dit, mais en fait, il y en a plein d'autres autour de nous qui ont risqué aussi, qui ont parfois été punis. On peut penser à Nelly Arcan, à Britney Spears, mais d'autres qui finalement ont été oubliés, ce qui est pas, c'est une autre forme de punition finalement, mais qui ont vécu des vies incroyables. Je pense entre autres, par exemple, à la première femme afro-américaine à traverser les États-Unis en moto en 1930, à une époque où la plupart des femmes n'ont même pas leur permis de conduire. Puis là, quand on tombe sur elle, on se dit, ben voyons, on connaît les frères Wright, les premiers aviateurs, mais on ne connaît pas la première afro-américaine à traverser les États-Unis. Il y a un rapport dans notre histoire aussi qui nous empêche, ces généalogies-là, genre cette capacité-là à s'affilier. Il y a une belle sororité dans nos trois livres. En fait, je pense qu'il nous lie beaucoup, qu'on n'écrit pas seul. On écrit au nom de d'autres et pour d'autres. Et puis, parce qu'on est tellement entouré de 1000 représentations, 1000 images de ce que devait être une femme qui nous correspond peut-être moins, je pense. Donc, aller nous rechercher ces histoires-là avec lesquelles on se sent un plus grand lien d'appartenance, je pense que ça nous rend tous plus fortes collectivement. Oui, puis tu as raison sur en fait, les modèles qu'on a, particulièrement en littérature. Moi, toutes les femmes que j'ai aimées en littérature sont des femmes qui ont fini malheureuses. Enfin, voilà. Et la plupart du temps suicidées. Sylvia Plath, Virginia Woolf. Et donc, tous ces modèles-là, en fait, c'est comme si au bout, il y avait la punition. Et donc, c'est aussi à nous d'aller effectivement faire un travail de chercher en fait d'autres femmes qui ont existé, mais qui ont toujours été recouvertes, en fait. Ou de réécrire leur histoire, parce qu'en fait, celle qu'on nous a servie n'a rien à voir avec la réalité. Tu l'as fait avec Britney Spears, je l'ai fait aussi avec elle. Leur redonner un peu d'humanité, puis de réécrire leur histoire avec un brin d'empathie, en fait, que l'histoire populaire manque la plupart du temps. Donc, d'en faire des personnages principaux. Pour revenir à l'extrait. Oui, puis juste, en te lisant, Louise, je me disais, c'est quand même fou parce que moi, Nelly Arcan, c'est la seule femme vivante que j'ai lue à l'université, puis elle allait se suicider 1 an après. Mais c'est quand même fou de se dire que j'ai réussi à traverser un bac en littérature complet sans lire de femmes vivantes, sans lire d'autrices actuelles, puis en lisant très peu de femmes. Donc, il y a ça aussi, je pense que c'est à nous d'aller réécrire notre histoire. Là. Ça continue. Hein. Enfin, moi, je donne des cours à la fac en France et quand les étudiantes arrivent, je leur demande si elles ont lu des femmes pendant donc les 15 ou 20 années qu'elles ont fait à l'école publique en France et elles ont du mal à répondre, quoi. Donc voilà. Et effectivement, dans le livre, je parle beaucoup de Nelly Arcan que moi j'ai découvert à l'âge de 31 ans. Alors je sais qu'ici, elle est encore très lue et très importante, mais c'est pas du tout le cas en France. En fait, elle a été complètement recouverte. Et quand j'ai découvert ça m'a mise tellement en colère parce que justement, moi j'ai grandi. J'étais petite quand Nelly, elle se suicide, mais à ce moment-là, je me posais la question de pourquoi aucune femme a jamais écrit aucun livre. Et je me souviens très bien que mon père avait pas su me répondre. Et c'était faux, évidemment. Mais moi, à l'école, c'était l'image qu'on me donnait, alors qu'au même moment, Nelly Arcan publiait ses livres. Et donc, c'est vraiment une manière comme les représentations qu'on véhicule, mais vraiment, même à l'école, font qu'on est complètement incapable de se représenter non seulement une littérature de femmes passée, mais même actuelle et vivante. Et c'est ça qui m'a mis vraiment en colère. Puis, comme tu dis, il y a une espèce de fatalité autour des femmes écrivaines. Il y a Virginia Woolf, Sylvia Plath, Nelly Arcan, qui ont tous terminé leur vie de façon d'une violence extrême. Là. Donc, il a l'air d'être tout le temps lié, ce métier-là, à quelque chose de violence faite aux femmes, en fait. J'ai envie de lire un extrait de Pour Britney. Car je sais qu'il y a quelques années encore, la publication des mémoires de Britney Spears ne m'aurait pas même effleuré, parce que j'avais refoulé tout ça bien loin parmi les choses que j'avais apprises à mépriser. Et je ne sais pas ce qui s'est ouvert en moi pour que je puisse à nouveau y penser, à nouveau considérer cette femme que j'avais tant aimée et cette petite fille que j'avais été. Ce que je sais, c'est que cette femme-là aura été la seule que de toute ma vie, j'ai jamais voulu être.
Qu'après elle et pendant longtemps ce furent des hommes, rien que des hommes, et que bien plus tard, quand je parviendrais à me frayer un chemin parmi le silence et l'oubli, si je rencontrais là des femmes que j'allais aimer d'un amour de sœur, un peu comme celui que je lui avais porté, je n'en rencontrais jamais aucune dont j'allais envier le destin. Car c'était toujours folie et solitude, et beaucoup d'entre elles avaient façonné leur mort de leurs propres mains, ces petites mains de femmes sans courage, asphyxiées la tête dans le four, jetées dans le lit d'une rivière, mortes d'épuisement dans un train de s'être tant acharnées à faire disparaître son corps, passer la corde au cou beaucoup. On en parlait, on en parle dans cet extrait. Pourquoi on en vient à mépriser les femmes qui ont du succès? Pourquoi entre femmes, souvent, il n'y a pas plus de cette sororité dont on aurait tant besoin? Mais je pense que ça vient aussi des représentations, en fait, qu'on nous inculque. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que le monde dans lequel j'ai grandi m'a appris à mépriser Britney Spears, en fait. C'est-à-dire que et d'autant plus quand elle a, entre guillemets, chuté, enfin quand vraiment le monde s'est acharné sur elle, c'était comme, regarde ce qui va t'arriver. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je veux rien avoir à voir avec ça. Je suis pas une pauvre nana, je veux pas être une pop star. En fait, c'est comme un truc inconscient. Et je pense qu'en tant que femme, il y a vraiment un moment de survie, en fait. Et c'est Michelle Perrault, qui est une historienne, qui écrit ça, qui dit que toute femme qui s'émancipe, elle est d'abord misogyne. Et en fait, je pense qu'il y a un truc de survie au début qui dit, parce qu'on est chargé de ces représentations-là, parce qu'on n'a pas les autres représentations, en fait. Parce que moi, je savais pas qu'une femme pouvait être écrivain. Donc évidemment, je voulais être un homme, puisque je voulais écrire. Et évidemment, je méprisais les femmes en disant, mais c'est pas possible. Donc voilà, comme on n'a pas ces représentations-là, on apprend la haine de soi, en fait. Et ça met beaucoup de temps, je pense, à changer. Et moi, effectivement, j'ai retrouvé récemment l'amour que j'avais eu pour Britney Spears, au-delà de tout ce que j'ai pu apprendre. Elle méprisait, la considérer comme une pop star ridicule, un objet, voilà. Et en fait, c'est bien. Mais il y a quand même quelque chose de positif présentement. Je pense qu'on sort de cette ère-là. Tu sais, on se parle tous dans nos livres de social moderne des années 90, qui était une décennie particulièrement virulente à l'égard des femmes. Bon, parce qu'on commençait à prendre davantage de place sur le marché du travail, sur les bancs d'école, puis on a voulu nous remettre à notre place. Mais je pense quand même que présentement, il y a une relecture. Je pense à Monica Lewinsky, à Hillary Clinton, à Britney Spears, à Pamela Anderson, qui ont eu un peu leur purgatoire. Puis donc, on sort un peu de cette zone-là. Puis il y a une nouvelle sororité dans l'ère moderne que je trouve intéressante. Puis on leur donne leur voix pour s'exprimer puis devenir autre chose que l'espèce d'archétype féminin que la société adore détester, qu'on a créé, là, qui vide les femmes de leur humanité. Je pense qu'on sort de cette ère-là présentement un petit peu, que c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, maintenant, on aime Britney Spears, mais on aime Céline Dion aussi. Tu sais, moi, j'étais moins attachée à Britney qu'à Céline quand j'étais enfant. Puis, il y avait quelque chose où, à un moment, je l'ai aussi détestée. Puis c'est ça, cette haine qu'on construit. Mais après, je pense que c'est ça, comme ce qu'on voit dans nos livres, c'est comment, finalement, on peut les revaloriser. Puis c'est aussi, disons, pour moi, qui est vraiment lié à ma posture féministe, c'est peut-être de moins pointer ce qui va mal que de montrer ce qui a été exceptionnel dans l'histoire, ce qui nous a précédés. Donc, de créer ces réseaux-là, ces constellations-là, ces groupes de sororité. Donc, c'est ça, de les aimer à nouveau, je pense, c'est important. J'ai le goût de citer des noms de femmes qui sont dans vos livres. Alors que les femmes citées dans Pour Britney et L'été de la colère sont plus connues, sans toutefois nécessairement être reconnues à leur juste valeur. On parle de Nelly Arcan, Britney Spears, bien entendu, mais aussi Annie Ernaux, Françoise Sagan, Virginia Woolf, entre autres. Celles nommées dans Voyager vers une fusée, Jeanne Barret, Valentina Tereshkova, Ada Blackjack, Vassili Komarova, Christina Charbeck, eh bien, ces noms-là ne me disaient absolument rien. Je n'avais jamais lu ces noms nulle part. Alors qu'on méprise souvent les femmes dans le domaine des arts, les relégantes au second rang, celles dans les domaines scientifiques, dans l'histoire, sont carrément oubliées. Comment on explique ça?
Grosse question, mais en fait, je pense qu'il y a des processus d'effacement puis d'oubli volontaire de l'histoire. Puis il y a une des femmes dont je parle, Jeanne Barret, qui est la toute première femme aventurière. On dit que c'est elle qui a fait la première circumnavigation en 1766, à une époque où les femmes étaient interdites à bord des bateaux. Donc, pour arriver à accompagner un médecin naturaliste du roi dans une expédition botaniste, elle s'habille en homme. Puis ensuite, elle va donc faire le tour du monde. Pendant 2 ans, elle va collecter des plantes et tout ça. Puis en fait, ce qui est assez intéressant de Jeanne Barret, c'est qu'il y a une plante qui a été nommée à son nom. Puis ensuite, il y a un botaniste qui a décidé d'effacer ce nom-là parce qu'il ne voulait pas qu'une plante ait le nom d'une femme. Donc, on voit qu'il y a des processus d'effacement qui sont volontaires, en fait. C'est pas, il y a une raison pourquoi on ne les connaît pas, ces personnes-là. C'est parce que quand quelqu'un a écrit un livre d'histoire, ben la personne qui l'a écrit avait des billets, certainement patriarcaux, et a décidé d'effacer ces figures-là en les minimisant. Donc, puis ce qui est assez intéressant de Jeanne Barret, c'est aussi, une fois qu'elle rentre en France, on perd toute trace d'elle. On ne sait pas à quelle date elle est morte, on ne sait rien. Il y a vraiment eu une perte dans les archives. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment... On ne les connaît pas parce qu'on a voulu les effacer, puis c'est ce que je vous dirais. Je vous lance la balle. Ouais, pardon. C'est pareil dans l'histoire littéraire. En fait, on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont écrit à toutes les époques. Et je viens de découvrir une autrice qui s'appelle Mary MacLane, qui a écrit fin 19e aux États-Unis, un livre incroyable qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Donc, elle a fait fortune. Un livre dans lequel elle dit « Je suis un génie, absolument. » J'avais jamais lu ça de la part d'une femme. Mais voilà, je suis tombée dans le corps d'une femme, donc je vais être malheureuse. Mais en même temps, hyper puissant. Et pareil, c'est le genre de texte que j'aurais voulu avoir entre les mains quand j'étais petite. Et pareil, elle a été complètement oubliée, rayée de tous les manuels scolaires. Elle est morte à 30 ans, oubliée. Et donc, en fait, c'est assez impressionnant de voir que, à toutes les époques, malgré tout, il y a des femmes qui ont fait des choses, en dépit de toutes les interdictions et qui pouvaient avoir des grands succès. Puis après, effectivement, l'histoire littéraire a une réécriture très, très misogyne et efface systématiquement les autrices. Quelque chose à ajouter? Ben, j'allais dire, puisqu'on finit par savoir d'eux, ce n'est que des choses d'une fatalité totale. Tu sais, Sylvia Plath, tout ce que j'ai toujours su, c'est qu'elle était morte la tête dans le four, puis donc Virginia Woolf dans le lac avec les roches. Fait que tout ce qu'on se souvient d'eux, c'est des images vraiment fortes, violentes, d'une fatalité extrême, mais rien sur leurs ouvrages. Donc, il a fallu en tout cas moi, il a fallu que je les redécouvre sur le tard, en fait, puis j'ai grandi avec des auteurs masculins, mais j'ai redécouvert toutes ces femmes-là, Françoise Sagan, entre autres, en vieillissant. Un autre extrait de L'été de la colère, page 72. J'y arrive. Voilà. C'est Sartre qui propose à Simone de Beauvoir le pacte des amours contingentes pour se permettre de poursuivre des relations parallèles. Ces relations parallèles, pardon, c'est très important. La seule règle sera de maintenir une sincérité entière au sein de leur union. À contre-cœur et amoureuse, Simone accepte, bien sûr. À propos de Sartre, elle dira qu'en raison de son âge, de sa culture et de son éducation, c'est la première fois de sa vie qu'elle se sent intellectuellement dominée par quelqu'un. Au même moment où Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe, et même si elle décide de rester au bras de Sartre à Saint-Germain-des-Prés, elle rencontre l'autre grand amour de sa vie, l'écrivain Nelson Algren. C'est le coup de foudre. Éperdue de passion pour l'Américain, Simone se livre à des centaines de correspondances, désavantagée dans sa langue à lui, brûlante d'adoration et remuant ciel et terre pour tout lui offrir. Contente d'être soumise, elle lui écrit qu'elle viendra le rejoindre, elle lui fera à manger, lavera le plancher, elle l'aidera à écrire, lui fera l'amour 10 fois par jour, et cela sans jamais se fatiguer. Si Simone de Beauvoir devient une maîtresse docile en amour, si même elle cultive une envie profonde d'être surplombée, d'être dominée par ses amants, quelle chance reste-t-il pour les filles ordinaires? Quelle chance reste-t-il pour les filles ordinaires? En fait, oui, bonne question. C'était une mauvaise journée, hein, ça. Mais
Ben en fait, c'est parce que je pense qu'on tourne tout le temps en dérision les femmes dans un état d'amour, de langueur qu'on donne le droit aux hommes d'avoir, alors que nous, c'est un mauvais féminisme. On n'agit pas comme on devrait l'être parce qu'il y a quelque chose de misérable là-dedans. Puis donc, les hommes ont le droit d'avoir cette espèce de langueur-là amoureuse que nous, on se permet pas. Puis donc, ouais, Simone de Beauvoir était une femme comme les autres, puis elle a eu ses passions puis ses faiblesses. Donc, moi, en fait, je nous donne juste le droit d'être humaine, d'être complexe, d'avoir nos défauts, de se laisser aller. Puis, tu sais, parce que je pense qu'on a, en tant que féministe, on n'a jamais le droit de se laisser aller à des sentiments humains parce qu'on se fait reprocher d'être mauvaise féministe. En fait, parce que mon premier roman, Daddy Shoes, c'est sur la maîtresse d'un homme marié. Puis, ça m'était jamais venu à l'idée que c'était anti-féministe, cette espèce de passion-là qu'elle avait pour lui, cette relation-là avec un homme plus vieux. Mais quand c'est sorti, il y a plusieurs femmes qui me demandaient si c'était un livre anti-féministe. Puis, je trouvais ça intéressant, cette idée-là, que pour être une féministe, il fallait être parfaite dans nos actions au quotidien, parce que si on se fait une tort à nous-mêmes, on la fait à tout un sexe. Donc, il y a une difficulté d'être parfaite au quotidien que je souhaite explorer. Ouais. Non, mais sur l'amour, je pense que c'est très intéressant, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, sur les inégalités entre guillemets affectives, et qu'on n'est pas au même endroit de notre construction, et surtout qu'on hérite vraiment de scripts et de récits culturels, amoureux, qui ont bien défini notre place justement de l'amoureuse abandonnée, de l'éplorée, et qu'en fait c'est des choses qu'on rejoue malgré nous tout le temps. Et il y a Simone de Beauvoir, mais il y a aussi Annie Ernaux dans Passion simple, où en fait voilà, c'est une immense autrice qui d'un coup se prend de passion pour un type qui aime les grosses voitures et les grosses montres, et elle montre ça très bien, cette tension-là. Et je pense que quand on relit tous les grands romans d'amour, en fait, c'est toujours la même chose. Là aussi, toutes les femmes finissent suicidées en fait et mortes d'amour. Donc c'est cette question-là, moi je l'avais explorée dans mon second livre, Mausolée, de l'amoureuse abandonnée en fait, et de qu'est-ce qu'on fait de ça. Ouais. Puis je repense à Mona Chollet sur les amours, les relations hétérosexuelles. Je pense que le personnel demeure considérablement politique. Puis je pense qu'il y a une difficulté pour les femmes de ne pas tomber dans ce déséquilibre amoureux-là parce que la culture patriarcale vient entacher les relations hétérosexuelles, puis c'est nous qui sommes voués à laisser une part de nous dans ces relations-là. Donc, pour moi, en fait, c'est pas antiféministe, c'est pas en contradiction avec le discours féministe d'être humaine puis de se laisser aller à tomber amoureuse comme Simone de Beauvoir a pu le faire, parce que c'est la chose la plus naturelle du monde que de tomber dans une culture qui nous a créés, en fait. Oui, puis on dirait que c'est drôle que en fait, je trouve ça drôle que des gens aient dit que ton livre était antiféministe, parce que je me dis, alors c'est quoi? On cherche toujours des représentations parfaites, alors que le monde dans lequel on vit est imparfait. Puis justement, je suis allée rencontrer des élèves dans un cégep, puis je me suis fait poser la question, est-ce que je déteste les hommes? Puis ça m'a un peu prise de court, parce que j'étais comme, j'ai pas l'impression d'être si virulente envers les hommes dans mon livre. Au contraire, de mettre comme de l'avant des vécus de femmes. Puis ça m'a vraiment comme porté à me dire comme, OK, mais comment ça se fait que dès qu'on n'est pas en train de parler des hommes, on déteste les hommes? C'est ça. Puis aussi, je me disais par rapport à Simone de Beauvoir, c'est un peu comme... En fait, quand on écrit avec des vies réelles, on écrit avec la complexité du réel, avec les contradictions. Il n'y a aucune vie qui est parfaite. On est des êtres de nuances. Puis, par exemple, dans mon livre, je parle de Valentina Tereshkova, qui est la première femme à être allée dans l'espace. Une femme que j'admire beaucoup, mais qui, finalement, à la fin de sa vie, ou encore aujourd'hui, en fait, elle est députée de la Douma, donc elle soutient les réélections ad vitam aeternum de Poutine. Puis, elle a dit récemment que Zelensky, le président ukrainien, était l'antéchrist. Et donc, elle tient des discours avec lesquels je suis absolument pas d'accord, mais pourtant... c'est quand même la première à être allée dans l'espace. Donc là, il y a comme toute cette espèce de... On peut admirer des gens, jusqu'où on peut les admirer, puis est-ce qu'on doit gommer pour en faire un récit féministe parfait, alors que les vies sont imparfaites, sont contradictoires? Je tiens à ajouter là-dessus que moi, les sorcières modernes que je mets en évidence dans mon livre, c'était pas autant pour les célébrer, elles, comme femmes... J'ai des choses à reprocher à Hillary Clinton, à tout ce dont je parle, évidemment, mais je pense que c'était davantage pour réfléchir sur ce qu'elle représente, ce qu'elle dit sur nous-mêmes, en fait. Parce que si je parle de Monica Lewinsky, qui a été portée au bûcher pour être la maîtresse insolente, qui aimait le sexe puis le pouvoir. Hillary Clinton, c'était la femme glaciale, trop intelligente pour être si près de son époux. Donc, moi, c'était pas autant pour parler d'elle puis de les célébrer comme être humain, mais pour réfléchir un peu sur ce qu'ils disent, sur la fable pour faire peur aux femmes d'un certain archétype auquel on peut pas appartenir, en fait.
D'ailleurs, on parle légèrement depuis tantôt de séduction, mais c'est au cœur, je crois, du mandat de la sorcière moderne que d'être séduisante ou pas. Est-ce que la séduction peut être considérée comme de la sorcellerie? Ou partie prenante de l'univers de la sorcellerie? À quel point la séduction est importante? Les femmes apprennent à charmer pour être près du pouvoir davantage que d'avoir le pouvoir elle-même. Je pense qu'il y a l'espèce on parlait tout à l'heure du personnel qui est politique. Je pense que c'était cette idée-là que les femmes ont d'avoir des relations avec des hommes plus âgés qui ont des postes de pouvoir. Ça fait partie de la culture patriarcale où, plutôt que d'avoir le pouvoir, nous, d'aller à l'école, on souhaite plutôt coucher avec l'homme qui est dans le pouvoir, puis ça nous le donne par proximité, ce qui est un leurre pour moi, en fait. Donc, il y a une espèce de rapport de séduction que les femmes s'obligent à avoir. Puis donc, mais après ça, quand ils participent de plein droit, on se le fait reprocher. Donc, je pense qu'on n'est jamais parfaite dans ces décisions-là. Puis il y a toujours un problème avec ça, je pense. Est-ce qu'on a l'impression qu'on doit demander la permission au féminisme pour séduire? Je pense qu'il y a un certain féminisme qui souhaite pas tomber dans ce rapport-là avec l'homme, d'aller rechercher son pouvoir, son approbation. Puis, en fait, on m'a appelée mauvaise féministe pour ça, parce que justement, toute la contradiction de tomber dans certains stéréotypes, de chercher à plaire à l'autre, c'est contradictoire avec notre désir féministe. Donc, moi, je sais pas. J'ai pas la réponse à ça moi-même, là, pour être honnête. Je pense que ça met très mal à l'aise. Je pense tout de suite à Nelly Arcan, en fait, qui ne parle que de ça et de cette contradiction-là, et que ça met beaucoup de gens très mal à l'aise, en fait, de regarder ça en face et de voir comment, justement, une femme absolument brillante s'est retrouvée, elle aussi, prisonnière de ça. Je pense quand même que c'est un horizon à dépasser d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on voit qu'en tout cas, Nelly, c'est ce qui la tue quand même. Enfin, que donc il y a quelque chose là-dedans, mais que le montrer et en parler, en tout cas, et de montrer effectivement la complexité de ces choses-là est très important pour montrer qu'il n'y a pas de pureté et qu'on n'échappe pas justement à ces stéréotypes-là. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai essayé de faire en parlant de ces deux femmes. Et en parlant de moi dans le livre, c'est d'aller à leur côté, en fait, et de dire qu'elles n'étaient pas toutes seules là-dedans, c'est-à-dire dans cette humiliation-là, d'avoir été des femmes sexualisées, séduisantes, mais que moi aussi, je voyais très bien ce que ça voulait dire, en fait, que c'est des choses que je connais. Mais après, je pense qu'il y a une grosse confusion là-dessus, parce que quand on parle de séduction, je pense que tout est à réinventer, en fait, en termes de séduction et de désir. Donc... Je pense qu'il y a un choix à faire pour les femmes entre son corps et son humanité. Puis dès que tu ressembles à une femme comme Nelly Arcan ou à Pamela Anderson, tu n'as plus le droit d'être pris au sérieux pour autre chose que ton physique. Puis tu es dénué de ton humanité. Puis il y a quelque chose qui nous vide, qui les vide de leur personne quand ils sont hyper sexualisés. Puis donc, ça en dit davantage sur nous aussi que sur elles comme femmes. Donc, ça nous dit qu'une femme, il y a un choix à faire. Il y a aucun homme qui a pas le droit de plaire et d'être intelligent et d'être pris au sérieux, mais nous, il faut admettre qu'il y a un choix à faire entre les deux, en fait. Absolument. Puis par rapport aux pressions sociales, aux stéréotypes, parce qu'en vous lisant, je me disais, moi, dans mon livre, je parle un peu moins de cette question-là, mais il y a quand même une aventurière à laquelle j'ai immédiatement pensé, qui s'appelle Ida Pfeiffer, qui a commencé à voyager après elle a quitté son mari, ses enfants étaient grands, elle a 40 ans, puis elle dit, bon, moi, je peux voyager seule parce que je suis vieille. Je suis rendue laide, les hommes vont pas me faire de mal. Puis là, elle part au début vers la Terre Sainte, Jérusalem, ensuite en Islande, puis ensuite, elle va aller plus dans les îles polynésiennes. Puis dans son texte, elle est tout le temps en train de dire je porte ma crinoline, mon corset, j'ai mon mouchoir, j'ai mes petites bottes. Puis là, je me disais, mais pourquoi elle fait ça? Puis en fait, en y réfléchissant, c'est pour montrer que la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être partie seule. Parce qu'elle reste une femme convenable, même dans la jungle. Elle correspond à ce qu'on doit attendre d'une femme. Elle est dans la jungle, elle est avec ses petites bottines. C'est ça montre comment, finalement, même quand on est loin, il y a comme toujours cette volonté de montrer qu'on est respectable, en fait, là, au 19e siècle. Mais ce que tu dis, Soline, c'est marrant qu'Alice Bossayet, elle a 40 ans, elle peut partir seule, mais je parle beaucoup de ça dans le livre aussi, du fait que, en fait, vieillir pour une femme, c'est une libération.
bien plus que... Et ça, c'est fou qu'on nous ait monté un récit inverse, en fait, parce que, tu vois, de dire ça, effectivement, j'ai 40 ans, donc je peux partir seule. Après, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un moment où les violences contre les femmes s'arrêtent, parce que ça peut arriver à tout âge, mais il y a quand même un truc où on est plus dans son corps, on est plus en présence, on est plus consciente, et on s'éloigne un peu de la peur, et surtout de l'aliénation que c'est d'être une jeune femme dans cette société-là aujourd'hui, parce que c'est un fait, en fait. Quand vous êtes une jeune femme, votre corps ne vous appartient pas, il appartient à tout ce qu'on représente dessus. Et donc, en fait, peut-être que les hommes cessent de nous désirer, c'est vraiment quelque chose de souhaitable, en fait, parce que c'est le moment où un autre désir peut se construire, justement, qui n'est pas un désir de pure projection, de surface. Donc voilà, c'est intéressant qu'elle dise ça, parce que moi, vraiment, c'est le truc dont je me dis dans le livre. Et Nelly Arcan, elle avait tellement peur de vieillir, elle arrête pas de dire « Mes clients me disent qu'il faut pas que je travaille trop, sinon je vais devenir une vieille putain. » Et en fait, moi, j'aurais tellement aimé qu'elle devienne une vieille putain, vraiment. Enfin, donc voilà, donc c'est assez... ouais. Et c'est pas un hasard c'est pas un hasard que les femmes au Moyen Âge puis à la Renaissance qui étaient portées au bûcher, c'est des femmes qui vieillissaient, parce que justement c'est des femmes qui reprenaient le plein pouvoir qu'ils avaient perdu. Donc c'est des femmes veuves la plupart du temps qui étaient portées au bûcher. Puis la raison est exactement pour laquelle c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, c'est parce qu'à cet âge-là, tu te réappropries une liberté que t'as pas quand t'es jeune. T'arrêtes de plaire aux autres, t'arrêtes d'être sous la responsabilité des hommes. Donc voilà. Et j'aime tellement notre discussion. Je trouve ça super intéressant. Je savoure. J'espère que vous aimez autant ça que nous autres. Moi, je trippe. OK. Et un autre extrait pour Brittany. C'est vrai que d'aussi loin qu'il me souvienne, mon père m'avait toujours intimé de fermer les jambes. C'est le genre de choses que l'on attend très tôt aux petites filles. J'avais pourtant gardé jusqu'à aujourd'hui cette manie de m'asseoir, où que ce soit, les jambes parfois largement écartées, et ce, peu importe ce que je portais. Bien après lui, j'ai entendu d'autres hommes me glisser à l'oreille, un peu outrés. « Louise, on voit ta culotte. » Je leur ai jamais répondu. Et alors, toujours, je fermais les jambes, un peu gênée, un peu humiliée d'être soudain rappelée ainsi à ce fait de mon corps, qu'il ne fallait pas oublier, pas cesser de surveiller, sans quoi on ne savait pas ce qui pouvait vous arriver, n'est-ce pas? Ne pas oublier de veiller à ce qu'on ne puisse pas prendre cela, le fait de se tenir par simple négligence ou peut-être par envie, les jambes écartées, dans un parc, avec ses amis, pour un signe, sans quoi il risquait toujours d'y avoir quelqu'un quelque part pour prendre cela pour une invitation. On parle d'une fillette. C'est très troublant. La honte comme sujet qui revient dans vos 3 livres. Cette honte pratiquement d'exister, d'être ce que l'on est. Comment on se débarrasse de la honte? Je ne sais pas si on y réussit. En fait, moi, mon livre, c'est sur la difficulté de désapprendre justement tout ce que la société nous a appris. Donc là, j'ai 34 ans, puis je pense que je me débat encore avec tout ça. Puis je pense qu'il y a, à l'intérieur de moi, il y a les deux apprentissages qui cohabitent, en fait, donc qui se font la guerre au quotidien entre la féministe d'aujourd'hui puis la femme qui a été élevée dans les années 90 à une époque virulente à l'égard des femmes. Donc voilà, je pense qu'il y a encore ce combat-là qui se mène au quotidien avec lequel je transige difficilement. Là. Par rapport à la honte, je pense que j'aimerais parler d'une aventurière du livre qui s'appelle Vassilisa Komarova, qui en fait avait toujours rêvé de traverser les Amériques à moto. Puis une nuit en Bolivie, elle s'était fait dire que c'était correct de camper dans un endroit. Puis il y a 3 hommes qui sont arrivés avec des machettes, qui ont déchiré sa tente, qui l'ont violée, puis qui l'ont laissée pour morte. Puis ensuite, ils ont volé ses effets personnels, etc. Puis ils n'ont pas trouvé son téléphone. Donc elle a pu appeler les secours, puis c'est ça qui l'a sauvée. Puis ensuite, tout le monde lui disait « Quitte la Bolivie, rentre chez toi. Ça n'a pas de sens de te battre pour ça. » Puis elle a choisi de rester, puis d'avoir raison. Elle a réussi à obtenir la plus longue peine pour violence à caractère sexuel pour ces 3 hommes-là. Puis ensuite, elle a recommencé, elle, à voyager seule. Puis c'est un exemple. En fait, moi, quand je suis tombée sur elle, c'est quelqu'un qui est encore vivant aujourd'hui, puis là, je me disais... OK, ça, c'est une espèce
de libération de la honte, de volonté d'aller jusqu'au bout, puis ensuite de courage immense. Puis moi, évidemment, je me disais, est-ce que je serais capable de faire ça? Puis moi, je doute de ma propre capacité à accomplir tout ce qu'elle a accompli, mais je pense que, pour la honte, j'ai l'impression que c'est une colère et un combat, puis une nécessité là, pour qu'elle change de camp. Je pense que la manière de lutter contre, c'est enfin, pour moi, c'est d'écrire, en tout cas. C'est ma manière de faire. Il y en a plein à beaucoup de différentes échelles. Moi, c'est celle-là que j'ai trouvé, de redonner, en fait, une parole et un corps à ces femmes, qui ne soit pas seulement une parole médiatique ou journalistique. Après, je pense qu'effectivement, on est dans un moment assez extraordinaire par rapport à tout ça, où les choses sont en train de changer. Enfin, voilà, en France, je ne sais pas si vous avez suivi qu'en ce moment, il y a le procès Mazan. Et là, je veux dire, en termes de courage, je ne sais même pas comment c'est possible, en fait, d'assumer ça, d'assumer la publicité de ce débat. Et en même temps, on est en train d'apprendre un truc énorme, justement, parce que en fait, peut-être que moi, j'ai une forme de lâcheté, parce que si je le fais dans mes livres, c'est peut-être que je ne suis pas tout à fait capable de le faire en vrai. J'en sais rien. En tout cas, que c'est un autre... Mais voilà, je pense qu'il faut faire voir, en fait, les choses. C'est le plus important. Avez-vous l'impression que la honte est un sentiment plus féminin? C'est difficile de parler au nom des hommes présentement. Là. Je sais qu'ils le font à notre place la plupart du temps, mais moi, je me donnerais pas ce droit-là, pour vrai. Je pense qu'il y a plein de hontes très différentes. Par exemple, la honte sociale, qui est aussi une honte très réelle, et que, voilà, il y a plein d'échelles de honte, et je pense que tout le monde peut éprouver la honte de quelque chose. Donc, évidemment, c'est un sentiment partagé. Par contre, je pense que la honte simplement d'avoir un corps, c'est-à-dire et de ne jamais correspondre à ce qu'il faut, et d'avoir honte d'être trop habillé, pas assez habillé, d'avoir honte d'être nu, ça, c'est quelque chose vraiment qui est omniprésent dans la construction de la féminité. Et c'est ce que dit l'extrait que vous avez lu, vraiment ce moment où, en fait, en tant que petite fille, on nous apprend à avoir honte sans jamais nous dire pourquoi on doit avoir honte. C'est-à-dire, on nous apprend à surveiller notre corps, mais on ne nous dit pas, en fait, la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a des hommes dehors qui sont des prédateurs. On ne nous dit pas ça. Donc, on fait planer une sorte de confusion comme ça, qui fait que notre corps est toujours un objet dont on a nous-mêmes un peu peur, qu'on sent le besoin de cacher. Ça, c'est particulièrement structurel de la construction de la féminité, cette honte-là, je pense. Puis il y a un apprentissage dans la culture populaire où, quand ton corps est en représentation, quand tu l'hypersexualises, ensuite, il t'appartient plus. Donc, on l'a vu avec Pamela Anderson, dont je parle dans mon livre, où, après avoir fait Playboy, quand elle se fait voler son sextape, puis il peut être partout parce qu'elle n'a plus le droit de se réapproprier un corps qu'elle a montré en public pour se faire de l'argent. Donc, après ça, il lui appartient plus. Puis je pense qu'au-delà d'elle, ça en dit beaucoup sur nous comme société. Ça ramène au combat que les femmes ont en justice pour... c'est tout le temps par rapport à comment elle est habillée. Puis en fait, donc, dès qu'il y a un choix de montrer ton corps, d'en faire ce que tu veux, après ça, si t'arrive peu importe ce qui va t'arriver, tu l'auras cherché, en fait. Donc... Puis ça me fait juste penser aussi à une scène que tu décris dans ton livre, Louise, quand tu parles de Britney qui a une entrevue avec un homme vieux qui lui dit un truc genre « Ah, j'aurais l'âge d'être ton grand-père », puis après, il lui pose la question à savoir si sa poitrine est sa vraie poitrine. Puis là, tu nommes justement l'espèce de comme son sourire qui reste hyper crispé, mais on sent la honte, en fait. Puis c'est ça, ce qui est assez beau de cet extrait-là, c'est qu'elle continue de sourire malgré tout, comme Nelly Arcan aussi, quand elle se fait ramener tout le temps à son apparence physique sur les plateaux de télé. Là. Donc, je pense qu'il y a aussi cette honte-là qu'on oublie, l'espèce de honte d'être ramenée à son corps sur un panel de discussion. Là. Nous, heureusement, c'est oui, pas... ça n'arriverait jamais. Enfin, je veux dire, ce à quoi tu fais référence et la séquence à laquelle je fais référence de Nelly Arcan, à Tout le monde en parle ici. Je veux dire, avec des journalistes qui sont autour et qui lui parlent littéralement en fait de son décolleté et de ses seins. Et après ça, elle a écrit un texte qui s'appelle La honte, dans lequel, en gros, elle annonce son suicide très clairement. Et ça n'arriverait jamais. Enfin, je veux dire, un écrivain qui va parler de sa sexualité, personne autour de la table va lui demander la taille de sa bite, quoi. Ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, ou lui parler de ça. Non, mais c'est vrai. Donc, et c'est quand même quelque chose. Donc, à partir du moment, encore une fois, où on parle de sexualité, en l'occurrence, elle ne parle pas de sexualité, puisqu'elle dit qu'elle n'en a pas, mais elle parle en tout cas, de la sexualité masculine. En fait, ces mecs-là, autour de la table, ils ne se questionnent pas sur la sexualité masculine et la problématique, ils se questionnent sur ses seins, et ça paraît complètement fou, en fait, quand on voit ce genre de séquence. Et ça, voilà, c'est une honte qui est
proprement féminine, ouais. Un dernier extrait. Voyage vers une fusée. En Australie, le corps d'une femme assassinée avait été conservé dans un bain de formol. On la surnommait Pyjama Girl parce qu'elle portait un vêtement de soie jaune orné d'un motif de dragon quand elle avait été retrouvée dans un tunnel de béton défiguré au point de la rendre inidentifiable. Pyjama Girl avait été plongée dans un liquide de conservation et avait fait partie d'une exposition publique de l'Université de médecine de Sydney pendant 8 ans. La violence de celui qui l'avait massacrée était restée intacte, exposée au regard des centaines de personnes venues observer le corps sans identité pour tenter de résoudre le crime. Cette femme était devenue un objet de collection, un spécimen de la femme jugée frivole, placée sous méthanal. Il serait temps que ces pyjamas de soie reviennent à la mode, a ajouté le guide avec un clin d'œil en ma direction, avant d'attirer l'attention du groupe vers le squelette de dodo le plus complet d'Angleterre. Vous en parliez tout à l'heure, on se rappelle souvent des morts violentes des femmes avant de se rappeler de leurs œuvres. On voit cette femme anonyme dont on expose tout simplement la mort violente. Avez-vous l'impression que souvent la mort des femmes est tournée en spectacle? Et est-ce qu'on assiste à une mise en scène des violences subies? Oui, bien en fait, la culture populaire, la violence faite à l'égard des femmes est omniprésente dans la culture populaire, dans les films d'horreur, dans tout ce qu'on consomme, dans les détectives. C'est toujours la recherche des tueurs qui ont assassiné des jeunes filles. Donc, on ne voit jamais ça pour les jeunes hommes. Il y a vraiment comme un fantasme autour de la jeune fille, soit sexualisée ou puritaine, assassinée. Donc, c'est omniprésent autour de nous. Ça l'a normalisé à un point assez intense. Donc ouais. Tu parles de culture populaire, mais je pense que c'est aussi dans les arts, entre guillemets, au sens plus large, parce qu'il y a une morbidité du désir hétérosexuel tel qu'il se construit dans les arts, dans la modernité, même au 19e. Enfin, par exemple, la figure de la jeune morte, c'est une figure très représentée en peinture. On pense à Ophélie, par exemple, dont la mort est ultra érotisée aussi par plein de peintres et qui devient un peu une figure comme ça, fantasmatique. Donc je pense que ça vient d'assez loin, cette forme de désir pour effectivement des femmes en fait mortes, tout simplement. C'est dur de ne pas penser à l'affaire Mazan, justement, dans cette histoire-là, la femme décédée qui est endormie, qui est le fétiche masculin. Donc, c'est dur de ne pas penser à ce cas-là présentement. Donc, ça appartient pas uniquement à la culture populaire, c'est rendu un fétiche dans la société. Oui, puis je pense que ça me fait revenir un peu à la question du risque de tantôt, puis de dire que écrire, puis écrire avec un jeu, puis écrire avec sa propre personne, ça reste un risque, même en 2024, je pense. On ne meurt pas toujours en écrivant, évidemment, mais on peut en ressortir blessé. Puis il y a des cas dans l'histoire, comme Flora Tristan, par exemple, qui écrit sur les violences qu'elle a subies avec son mari, puis qui lui tire une balle en plein cœur après la publication de son livre. On pense à Nelly Arcan, on pense à plein d'autres... C'est ça. À comment, finalement, oui, les destins tragiques sont valorisés dans la culture populaire, dans l'éducation qu'on reçoit, mais qui sont réels aussi. Il faut comme se ramener dans le réel que en fait, oui, les femmes meurent d'écrire ou les femmes souffrent d'écrire. Puis c'est ça. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est un risque. Puis je pense, tantôt, tu disais, Louise, peut-être que tu étais l'âge parce que finalement, tu choisissais les livres comme moyen de le faire, mais je pense qu'au contraire, ça appartient à une des manières de lutter, puis une des manières de prendre un risque. Puis je considère que vos livres là-dessus sont très... je vous trouve très courageuse dans vos livres, justement. Mais toi aussi, puis parce que la forme d'écriture, au moins, ça redonne une vie intérieure à ces personnes-là, parce qu'un des problèmes avec le fétiche des femmes décédées, c'est qu'ils sont toujours anonymes, donc il y a quelque chose de très normalisé où elle n'existe pas réellement, puis au moins, avec l'écriture, c'est la seule forme d'art où on peut voir de l'intérieur ces personnes-là, leur redonner de l'humanité, puis donc là, elle existe pour le vrai, tu sais. Je pense que c'est un bon moyen de donner un peu plus d'empathie au monde. Je pense que présentement, notre société manque considérablement d'empathie. Donc, j'ai envie qu'on se quitte sur de l'espoir. En avez-vous?
Pas pour dans la le femme. moment, là. Non, pas présentement, là. Non. Non. Moi, j'en ai beaucoup. Je sais pas. Enfin, déjà, on est là. Non, mais si, moi, j'ai beaucoup de. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est que au début. Il y a des choses qui sont très décourageantes, mais en même temps, je pense que si j'avais pas d'espoir, j'écrirais pas. Enfin, il y a quand même ce truc où mes livres, ils sont une manière d'agir dans le réel et une volonté vraiment de changer les choses. Et voilà, je sais pas, de voir que moi, je suis assez émue souvent de me dire qu'aujourd'hui, on me reçoit pour m'écouter, je suis une jeune femme de 30 ans et que ça aurait pas toujours été comme ça, en fait, vraiment. Non, mais je pense qu'on est toujours mis dans une case de littérature féministe où, parce qu'on est des femmes puis on parle de notre récit, on est capturé dans cet univers-là puis on parle pour des femmes à des femmes, alors que les hommes ont cette liberté-là d'écrire de la littérature de façon générale ou ils parlent à tout le monde. Puis donc, nous, je pense qu'on parle à un public déjà acquis tout le temps, fait que c'est difficile de sortir de ces cadres-là parce qu'on dirait que nous, on est déjà emmurés dans une espèce de case. Puis les hommes ont le luxe de pouvoir parler au nom de la condition, pour la condition humaine, alors que nous, on se parle entre nous. Donc, Ouais, mais je suis vraiment pas d'accord. beaucoup d'espoir dans le moment, je m'excuse. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi que c'est vrai qu'on est souvent un peu tagué féministe de service, mais en même temps, ça crée des beaux espaces de non-mixité choisis, puis d'ouverture, puis de rêve un peu, je pense. Puis ce que j'ai beaucoup aimé dans vos livres, puis que je retrouve dans le mien aussi, c'est on parle de notre enfance aussi, puis comment cette enfance-là, elle est, oui, de la construction de tout ce qui nous lie aujourd'hui, de toutes les contradictions, mais c'est aussi un espace de rêve. Puis je pense que en écrivant, on se permet aussi de rêver autrement les récits qui nous entourent, de donner une place aux personnages secondaires, donc, à la fois espoir, mais aussi, évidemment, dans tout ce qui se passe dans l'actualité. Et entre nous deux, toi, dans le fond. Moi, je suis vraiment de vous deux parce que c'est vrai que ces derniers temps, avec l'actualité, j'ai un petit down. Êtes-vous en séance de dédicace par la suite? Oui, j'y retourne tout de suite après. Même chose pour moi, tout de suite après. Moi, je sais pas. Oui. Oui. Non, oui, bon, parfait. Super. Alors, je vous invite à aller poursuivre la discussion, à aller les rencontrer, mais surtout à aller acheter leurs excellents livres. C'était extraordinaire, ces lectures-là. J'ai tellement adoré ces 3 livres. Donc, Soline Asselin, Voyage vers une fusée. On a, oui, aux éditions, quand même, je vais le dire, édition Marchand de Feuilles. Ensuite, Élisabeth Lemay, L'été de la colère, chez Boréal. Et pour Brittany, Louise Chenevière, aux éditions POL. Donc, je vous invite à aller les rencontrer. Merci infiniment de votre écoute. Merci à Pénélope de l'animation. Beaucoup.